Bonjour à tous ceux qui participent avec nous. Bienvenue aux 48 heures de l'achat responsable en Grand Est, qui est un événement organisé par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. C'est un événement qui s'inscrit dans le cadre du mois de l'ESS, comme chaque mois de novembre. Donc, pendant 48 heures, on va mettre en lumière les solutions qui sont portées par les acteurs de l'ESS pour une économie porteuse de sens, puisque en effet, en tant que particulier, en tant que professionnel ou en tant que collectivité publique, on réalise de nombreux actes d'achat au quotidien. Et tous ces actes d'achat peuvent avoir un impact économique, environnemental, social. Et donc, on essaiera pendant ces 2 jours de vous donner les clés pour développer un achat qui a un impact et un achat qui est un levier de développement durable des territoires. Donc, pour ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Bello de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement à Bonjour à Total. tous. On accueille également Christelle Richy de la Chambre de commerce et d'industrie. Et elles nous parleront des achats à impact positif en entreprise. Donc, on prévoit 1 heure d'échange sur ce sujet avec un temps notamment de questions-réponses suite à la présentation. Je vais laisser dès maintenant la parole à Nathalie Bello, Christelle Richy et aussi Amélia Pereira qui va intervenir pour la CRES Grand Est durant cette présentation. Alors, donc je suis Nathalie Pello et je suis chargée de mission au service à l'Adréal Grand Est et je suis dans le service connaissance et développement durable. Je suis en charge de tout ce qui est promotion d'économie verte, d'économie circulaire, d'économie sociale et solidaire et j'assure aussi la promotion des objectifs de développement durable. Donc, j'ai accepté de participer à ce webinaire sur les 48 heures de l'achat durable, l'achat responsable, car c'est une thématique sur laquelle je travaille tout au long de l'année. Donc, j'ai intitulé mon intervention les objectifs de développement durable, une boussole pour les achats durables. Alors, pour comprendre un petit peu ce que sont les objectifs de développement durable, il faut comprendre que c'est la convergence de 2 agendas. Donc, on a eu un certain nombre de sommets de la Terre qui avaient réuni, on va dire mondialement, un grand nombre d'États. Donc, il y avait eu Rio en 92, Johannesburg en 2002. Il y avait aussi donc à nouveau Rio. En parallèle, il y avait eu les objectifs du millénaire pour le développement durable, justement. Et en fait, il a été décidé en 2015 de fusionner tous ces outils-là, ces agendas-là, pour créer donc un nouvel agenda à l'horizon 2030 et qui réunit en fait les différentes préoccupations du développement durable qui reposent donc sur les 3 piliers, hein, je vous les rappelle, le pilier économique, le pilier social et le pilier environnemental. Et c'est donc un agenda qui a été adopté par l'ONU, par 193 États. Donc, c'est un agenda, donc, comme je vous ai dit, à l'horizon de 2030. Il a été fait, alors, il y a un moyen mémotechnique, c'est ce qu'on appelle les 5 P. Donc, il a été fait pour les peuples. Donc, derrière les peuples, il y a tout ce qui est solidarité, lutte contre la pauvreté, la planète, pour tout ce qui est donc le pilier environnemental, la prospérité pour tout ce qui est économie, et puis la paix et les partenariats, parce que la paix est la condition sine qua non pour pouvoir avancer sur ces questions de prospérité, d'amélioration des écosystèmes et aussi de la lutte contre la pauvreté dans le monde. Et les partenariats, parce que sans partenariat, évidemment, on ne peut pas avancer sur toutes ces questions-là. Il y a 17 objectifs, donc dans la slide suivante, je vous les présenterai plus en détail. Il y a 169 cibles,
Donc, vous pourrez vous renseigner sur le site Agenda 2030 pour connaître un petit peu plus précisément ces objectifs. Il y a aussi des indicateurs de suivi qui sont prévus durant ces 15 prochaines années, donc entre 2015 et 2030, pour pouvoir suivre l'avancement de ces objectifs. Ces objectifs, ils sont dédiés pour tout le monde. Tout le monde est concerné, qu'on soit entreprise, citoyen, association, collectivité. Donc, si je rentre un petit peu plus dans le vif des 17 objectifs, donc la slide suivante. Donc, vous pouvez voir que ces 17 objectifs, on pourrait faire l'exercice de voir ceux qui concernent plutôt le pilier sociétal, ceux qui concernent plutôt le pilier économique et celui qui concerne le pilier environnemental. Donc, on voit bien le pas de pauvreté. C'est pourquoi en un? Parce que cet agenda a pour objectif premier d'éradiquer la pauvreté. Donc, en deuxième, on a la faim zéro. On a aussi tous des objectifs d'atteindre de bonne santé et de bien-être. On habite dans un pays, en France, où on a un système par répartition de solidarité où chacun, en théorie, a accès aux soins. Ce n'est pas du tout le cas à l'échelle de la planète. Éducation de qualité également, et derrière ces objectifs, si on les lit, ce n'est pas des objectifs qui concernent la France, c'est vraiment des objectifs qui concernent la planète. C'est comment, quand je suis un petit enfant du Tchad, je peux avoir accès à une éducation de qualité, et d'autant, et là c'est l'objectif numéro 5, si je suis une petite fille. L'accès aussi à l'eau propre, à l'assainissement, c'est un vrai défi. Peu de gens possèdent des toilettes individuelles à l'échelle mondiale. Tout ce qui est énergie propre à un coût abordable, c'est aussi un vrai défi parce qu'un pays qui n'a pas d'énergie ne peut pas créer une économie qui va lui permettre en fait de créer une richesse pour permettre à ces individus de manger tout simplement à leur faim ou de se soigner. L'objectif numéro 8, c'est le travail décent et tout ce qui est croissance économique. Alors, il interpelle beaucoup les associations écologistes. Moi, derrière l'objectif numéro 8, j'y vois surtout le travail décent, c'est-à-dire que chacun a le droit de travailler décemment et en accédant donc du coup à de l'alimentation et à des soins. Industrie, innovation et infrastructure, l'objectif numéro 9. Alors pourquoi? Parce que les infrastructures, donc c'est les routes, les ponts, les voies navigables, c'est tout simplement ce qui va permettre en fait conditionner le développement d'un pays, de l'économie d'un pays. Le numéro 10, c'est l'inégalité réduite, puisque on sait que c'est aujourd'hui dans un monde tel qu'on le vit avec très capitalisés, on a un accroissement des inégalités. Donc, c'est comment on fait pour les réduire. L'objectif numéro 11, tout ce qui est ville et communauté durable. Donc là, c'est comment on sait en fait qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, la concentration de la population concerne plutôt les grandes métropoles et comment on fait pour vivre densément mais dignement. L'objectif numéro 12, donc il concerne plutôt tout ce qui est consommation et production responsable. Donc, c'est comment on produit avec moins mais mieux. Le 13, c'est évidemment tout ce qui est mesures relatives et la lutte contre le changement climatique. Et on rejoint aussi tout ce qui est inégalité. On sait que les conséquences du changement climatique touchent de manière très, très inégale certaines parties du monde. L'objectif 14 et 15 concernent davantage donc, des objectifs environnementaux avec l'amélioration de la qualité des eaux, de la vie aquatique, la lutte par exemple contre les déchets plastiques concerne directement l'ODD numéro 14. Donc l'ODD numéro 15, donc vraiment tout ce qui est faune terrestre. Et puis les ODD 16 et 17, donc c'est tout ce qui est paix, justice, institutions efficaces, parce que des pays où la corruption est grande, par exemple, où il y a en guerre, on ne peut pas travailler sur les autres objectifs précédemment cités. Et puis, tout ce qui est l'objectif 17, c'est
les partenariats pour la réalisation des objectifs, parce que si on travaille chacun de notre côté, on n'est pas forcément efficace. Et donc là, on est vraiment, on vise l'adage tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, donc je viens de vous faire un petit panorama de ces 17 objectifs. Je vous invite vraiment à aller sur le site de l'Agenda 2030 pour les creuser. Donc maintenant, on peut faire le lien. Alors, si une dernière slide pour vous expliquer que la France, à son échelle, a décliné ses objectifs de développement durable en fonction de ses priorités. Alors, bien sûr, on n'a pas les mêmes objectifs et les priorités qu'un État d'Afrique ou d'Amérique du Sud, mais on a 6 grands enjeux, des objectifs ciblés, et a aussi des objectifs de mise en œuvre. Je vous invite donc à aller les parcourir si vous êtes intéressé. La question, c'est, ben voilà, je suis une entreprise, pourquoi dois-je m'intéresser plus que aux objectifs de développement durable? Donc, je vais vous présenter un certain nombre d'arguments. Donc, déjà, pour commencer, c'est un cadre de référence en France et dans le monde. C'est un cadre universel. C'est-à-dire que je suis une entreprise en France, une toute petite TPE comme un gros groupe. Je peux dialoguer autour de ces objectifs de développement durable à travers le monde. On a des entreprises comme Ricoh, hein, qui est une entreprise implantée en France, mais dont le siège est au Japon, qui a basé toute sa stratégie RSE ou de développement de l'entreprise autour des objectifs de développement durable. Aux États-Unis, de plus en plus, dans ce qu'on appelle tout ce qui est reporting, dans tout ce qui est rendre des comptes aux actionnaires ou aux parties prenantes, beaucoup d'entreprises maintenant partent des ODD pour pouvoir parler un langage commun. Un autre argument pour moi qui est important, c'est que tout le monde est concerné. C'est-à-dire que je suis élu, je peux interroger mon projet de territoire à l'aune des ODD. Je suis citoyen, quel ODD je peux aussi impacter. Et donc, l'entreprise classique comme l'entreprise ESS a aussi son rôle et une pierre angulaire de taille à apporter. Et c'est parce que surtout les acteurs économiques vont s'engouffrer dans les objectifs de développement durable et peuvent s'y intéresser qu'on emmènera la société aussi tout entière. Et pour certaines entreprises, et ça on l'a développé aussi dans des groupes de travail spécifiques avec des entreprises, c'est aussi une manière d'inscrire son entreprise dans une certaine trajectoire. Elle permet aussi de fédérer, d'informer. Je vous ai présenté des objectifs de développement durable très visuels. Alors, on n'est pas dans le greenwashing parce que derrière, on a vraiment des valeurs hein, de solidarité, de partage, d'égalité, de fraternité. Et en fait, à travers des actions qu'on peut faire autour des objectifs de développement durable, on peut entraîner ses employés, ses parties prenantes vers les valeurs et les objectifs fixés dans l'agenda 2030. Et puis, en dernier lieu, c'est aussi un outil vraiment pour ce que je disais, impulser, interroger une démarche RSE ou développement durable. Alors, les démarches RSE, elles sont obligatoires pour des grandes entreprises, mais même une toute petite TPE, PME ou une petite entreprise de l'ESS peut aussi, à un moment donné, dire, bon, bah voilà, moi, mon entreprise, c'est ça. Finalement, qu'est-ce que je fais pour les ODD concrètement ? Justement, je suis une entreprise, comment je peux agir concrètement pour ces fameux ODD, maintenant que j'ai compris en quoi ils peuvent m'être utiles. Donc la slide suivante. Donc justement, dans le cadre de sa politique RSE ou d'une stratégie d'entreprise, parce que quand on a une entreprise, on a forcément une stratégie, ce n'est pas forcément un gros mot, c'est-à-dire on a des objectifs, on a un but. Et finalement, est-ce que ce but, il est compatible avec les différentes valeurs défendues par les objectifs de développement durable? Et justement, lorsqu'on travaille sur cette fameuse stratégie ou cette politique de développement durable, finalement, est-ce que mes valeurs que je défends au sein de l'entreprise sont compatibles avec ces objectifs de développement durable? Si oui, en quoi? Sinon,
est-ce que ça m'intéresse d'y aller? Et si oui, ben, comment je peux faire? Et justement, on peut aussi se poser la question de faire évoluer son modèle économique vers plus de sobriété, plus d'éthique. Par exemple, si je suis une entreprise qui conçoit des produits, c'est comment les rendre plus éthiques. Travailler sur l'éco-conception, c'est-à-dire l'éco-conception, hein, c'est quand un produit, finalement, je le conçois le plus en amont possible, par exemple à partir de produits recyclés, recyclables, que je m'interroge sur son devenir, vraiment sur son cycle de vie. Et je pense aussi à un moment donné à la fin de vie et à finalement à sa recyclabilité. Et puis aussi sur ce qui nous intéresse, sur finalement et les achats durables. Les achats durables, comment je peux atteindre les objectifs de développement durable en achetant responsable. Alors, par les achats durables, je suis une entreprise, j'ai plusieurs manières de faire. Je peux déjà devenir une entreprise consommateur, donc on va voir en quoi ça consiste sur la slide suivante, mais voilà, en anticipant aussi les attentes de mes clients sur le sujet, parce que je suis une entreprise, je fais partie d'un écosystème avec des attentes de mes clients, de mes parties prenantes, de mes fournisseurs. Donc, comment je peux finalement travailler sur ces aspects-là pour être plus responsable, plus écologique. Et puis aussi, si je m'interroge, si je réponds à des marchés, c'est en anticipant des clauses environnementales et éthiques qui seront présentes dans les marchés et qui vont être de plus en plus contraignantes, déjà par la loi, on va le voir plus loin, mais aussi parce que chacun s'y met et qu'on doit tous monter parallèlement en compétences et en exigences. Alors justement, si déjà je me resitue au sein de l'entreprise et que je veux devenir une entreprise consommateur, hein, consommateur, c'est quelque chose qu'on utilise pour les citoyens, mais on pourrait aussi très bien l'appliquer à l'entreprise, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais s'interroger vraiment sur son besoin, parce que des fois, on a des besoins qui sont mal identifiés ou qui sont faussement qui peuvent être réinterrogés pour justement être plus économes en besoin, en matières premières. Je peux m'interroger sur les conditions de fabrication. Est-ce que c'est fait par une entreprise qui embauche des personnes en précarité? Est-ce que ce que je vais commander qui vient à l'autre bout de la planète a été fait par des enfants qui sont mal payés, qui ne peuvent pas accéder à l'éducation? D'où viennent ces produits? Est-ce qu'ils sont faits par une TPE, PME de ma région ou de France, ou à la rigueur transfrontalière si je suis dans une région transfrontalière, ou ils viennent d'à l'autre bout du monde? Finalement aussi les matériaux, quand je fais un marché ou que j'achète, est-ce que on utilise plutôt des produits qui ont un fort impact environnemental, ou est-ce que j'utilise des matériaux qui sont plutôt naturels ou qui sont recyclables? Je peux aussi m'interroger sur l'emballage des produits que ou des ressources que je commande et agir sur les entreprises avec lesquelles je travaille pour travailler sur ces questions-là. Et puis, évidemment, se poser la question toujours de la gestion de ce que j'utilise après utilisation. Est-ce que ce que je vais utiliser après usage sera bien recyclé ou pas? Si je me pose la question de qui a fabriqué, si je me pose la question si j'utilise plutôt des produits qui viennent d'un ESAT, par exemple, et ben finalement, je travaille sur l'ODD numéro 8, sur le travail décent, c'est-à-dire je donne ma chance à tout le monde d'accéder à un travail et de pouvoir vivre dignement. Je peux, en ne faisant pas prendre des produits qui ont été fabriqués par des enfants à l'autre bout de la planète, je travaille aussi pour le changement climatique, mais je contribue aussi à l'éducation de qualité de peut-être de ces enfants-là. Je travaille aussi sur l'inégalité réduite, l'égalité des sexes, parce qu'on sait que c'est souvent les petites filles. Enfin voilà, c'est des questions finalement de fil en aiguille. On peut, par une action claire, impacter et contribuer à différents ODD. Et bien sûr, je suis dans l'ODD numéro 12, consommation et production responsable.
Par exemple, si je me pose la question des emballages, si j'évite un maximum tout ce qui est emballage plastique, eh ben, je contribue indirectement à l'amélioration de la vie aquatique et à une meilleure gestion des déchets. Et je contribue également à tout ce qui est mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et aussi au mieux-être de certaines espèces qui sont directement victimes, par exemple, de cette pollution plastique. Alors, pourquoi une entreprise pourrait-elle s'intéresser justement au marché public? Parce qu'on sait qu'il y a des milliards d'euros qui sont engagés, hein, même si c'est 1576 milliards la consommation des ménages, par exemple. Tout ce qui est achat public représente 89 milliards. Donc, si je suis un service public qui met des clauses ambitieuses et que je suis une entreprise qui joue le jeu, eh bien, il y a des marchés sur lesquels je peux accéder. Voilà. Alors, quel est le cadre justement dans tout ce qui est le cadre réglementaire qui permet en fait à la commande publique d'être plus vertueuse. Alors, il faut savoir que depuis 2007, l'État a régulièrement manifesté la volonté de faire des achats publics un levier d'action justement vers le développement durable. Donc, il y a eu différents plans achats publics durables. À partir de 2008, on a le plan d'action administration exemplaire. Actuellement, on a depuis février 2020 une circulaire interministérielle qui nous a donné 20 actions phares pour être des administrations éco-responsables. Donc, on a aussi toute une série de mesures. Alors là, je n'ai plus le temps de rentrer dans le sujet, mais on a eu une feuille de route d'économie circulaire en 2017. On a la loi anti-gaspillage du 30 janvier 2020 qui a aussi apporté des mesures claires qui vont normalement impacter soit directement les achats publics, soit indirectement. On a la Convention citoyenne aussi qui a préconisé des choses. Alors, quelques exemples phares. Donc, je vous invite à les creuser si ces questions vous intéressent. On a des articles très précis. Je peux aussi vous les apporter par ailleurs. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces lois, ces cadres favorisent le don et les produits issus du réemploi. Tout ce qui est aussi le travail avec les entreprises de l'ESS, favorise aussi tout ce qui est réutilisation ou intégration des matières recyclées, par exemple dans des proportions comprises entre 20 et 50%. C'est-à-dire que quand je commande des choses, en tant que service de l'État, il va falloir que les produits que je commande intègrent des matières recyclées à hauteur de 20 à 50%, donc ce qui va normalement induire des changements de pratiques chez les entreprises. On nous demande aussi de sortir du plastique jetable. Il y a aussi tout ce qui est d'inclure dans les clauses environnementales tout ce qui est risque de déforestation, d'inclure systématiquement du papier recyclé, et puis dans les marchés, d'avoir le critère environnemental qui représente donc une note beaucoup plus forte. Pour conclure, donc, c'était pour vous dire qu'il existe tout un panel de cadres qui, là, nous invitent, services de l'État, collectivités, à aller vers plus de durabilité et de clauses sociales et environnementales dans nos marchés. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Alors, donc je vais enchaîner pour une petite présentation, une petite intervention de la CRES Grand Est. Donc, je suis Amélia Pereira, chargée de mission justement sur la question de l'achat responsable à la CRES Grand Est. Donc, comme présenté, disons à juste titre par Nathalie Bello, lorsque l'on s'apprête à réaliser un achat, il est en effet important de se poser les bonnes questions, donc de s'intéresser, comme vous l'avez dit, aux conditions de fabrication, à la provenance des matières premières, à la possibilité de réemploi, de recyclage, etc. des biens que l'on achète. Et donc là, durant mon intervention, je vais plutôt parler d'achat responsable que d'achat durable, parce que disons que selon nous, ça englobe un peu plus, ça englobe tant les achats respectueux de l'environnement, donc qui sont inscrits dans une démarche de durabilité, mais également des achats, on va dire, à impact social.
Donc, on peut parler, par exemple, on parle souvent d'achat éco-responsable, on peut parler d'achat également socialement responsable, car voilà, en fait, on pense l'achat responsable d'un point de vue global, donc à la fois économique, social, environnemental, équitable, solidaire, etc. Donc à la Crèce Grand Est, donc la thématique de l'achat responsable est centrale. Donc comme vous avez pu le voir, puisque nous organisons ces 48 heures de l'achat responsable. Et justement, en fait, en tant que chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, nous avons pour mission en fait de représenter toutes les structures de l'économie sociale et solidaire et de les accompagner dans leur développement. Et donc, les accompagner dans leur développement, c'est aussi les accompagner, les aider à vendre leurs biens et leurs services. Donc, en fait, pour nous, acheter auprès d'une structure de l'ESS, que ce soit acheter un bien ou un service, c'est acheter responsable. Puisque, en fait, de fait, toute structure de l'économie sociale et solidaire a une plus-value sociale et également un impact économique sur le territoire, puisqu'elle agit localement, puisqu'elle a une démarche engagée, qu'elle est respectueuse de l'environnement, des hommes et des femmes, des hommes et des femmes sur le territoire. Donc, alors justement, ces structures de l'économie sociale et solidaire, qui sont-elles concrètement? Nathalie Bello, vous avez mentionné comme exemple un ESAT, donc un établissement de services d'aide par le travail, mais les structures de l'économie sociale et solidaire sont très diverses. Donc, d'après la loi qui date de 2014, donc la loi relative à l'économie sociale et solidaire, cette loi définit les structures de l'économie sociale et solidaire comme étant les associations, les coopératives, les structures de l'insertion par l'activité économique, celles du travail protégé adapté, donc des structures qui emploient des personnes en situation de handicap, ainsi que les fondations et les mutuelles. Donc voici les structures qui sont ESS, ou on peut dire aussi qui font finalement l'économie sociale et solidaire. Et alors, qu'est-ce que l'on peut acheter à ces structures? Eh bien, du fait de leur diversité en termes de statut, disons, il y a une grande diversité de ce qu'elles peuvent proposer. Il faut rappeler que l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un secteur d'activité économique, un secteur d'activité à proprement parler, mais c'est bien un pan entier de l'économie qui touche plusieurs secteurs d'activité. Donc, on peut tout à fait s'adresser à des structures de l'ESS pour réaliser n'importe quel achat que nous réalisons habituellement et que l'on soit une entreprise, un particulier ou une collectivité. Donc, Nathalie Bello avait mentionné quelques exemples. Je me permets d'en ajouter quelques-uns. Par exemple, quand on est une entreprise, acheter responsable, acheter auprès d'une structure de l'économie sociale et solidaire, ça peut tout à fait aller de acheter du café issu du commerce équitable pour son espace de restauration ou ses distributeurs automatiques. Ça peut être s'adresser à une entreprise de réinsertion pour, par exemple, acheter ses masques de production individuelle. Donc, sujet très, très actuel. On peut, par exemple, tout à fait faire entretenir ces espaces verts par une entreprise du secteur adapté. Donc voilà plein d'exemples que l'on peut mettre en place lorsqu'on est une entreprise. Et donc justement, en tant que CRES, en tant que chambre régionale et représentante de ces structures, nous cherchons à faciliter pour des acheteurs publics ou privés l'achat auprès de ces structures. Et on souhaite permettre à toutes et tous d'identifier justement quelles sont les structures ESS sur notre territoire, en l'occurrence en région Grand Est. Quelles sont les structures ESS en Grand Est qui vendent des biens et services. Donc, c'est pourquoi à la CRES, nous avons créé un annuaire pour toutes les recensées. Donc, c'est là que je vous donne rendez-vous sur le site internet que vous connaissez sûrement déjà, www.acheter-responsable-grandest.com. Donc, un annuaire qui recense des structures de l'ESS en Grand Est par département, par secteur d'activité, et il est possible aussi de les trouver par statut. Pardon. Je vais terminer rapidement, sachant que Nathalie Bello a déjà donné quelques raisons qui peuvent nous pousser à acheter responsable, mais surtout pourquoi il est important d'acheter responsable quand on est une entreprise ou un particulier également. Donc, voici quelques exemples. Donc, il y a sept bonnes raisons sur cette présentation, sur ce support.
pour une entreprise, acheter auprès d'une structure de l'ESS, c'est déjà principalement contribuer au développement de l'emploi local, puisque nous faisons la promotion des structures qui produisent des biens-services localement, donc en Grand Est, sur notamment notre site Acheter Responsable. Donc, ça permet à des entreprises de travailler avec des fournisseurs et des prestataires qui sont sélectionnés pour leur engagement. Donc, ça peut leur permettre d'enrichir leur démarche RSE, par exemple, de bénéficier d'avantages fiscaux, de réduire son impact environnemental. Dans un premier temps, parce qu'on choisit un prestataire à proximité localement, mais également parce que un grand nombre de structures de l'ESS sont déjà engagées sur la thématique de la transition écologique par exemple les structures du réemploi telles que les recycleries ou d'autres types de structures. Et donc voilà 7 bonnes raisons pour acheter responsable, liste non exhaustive. Et puis maintenant, nous allons voir concrètement comment je m'y prends si je suis une entreprise et que je veux acheter responsable. Et donc, ces pistes de réponse seront apportées par Christelle Richy de la CCI Grand Est. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci à la CRES de m'avoir invitée pour participer à ce webinaire. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'accompagne Christelle Richy, je suis à la CCI Grand Est et j'accompagne les entreprises depuis plus de 20 ans. Dans un premier temps, je travaillais dans le domaine bancaire et financier et depuis 8 ans, j'exerce au sein de la Chambre de commerce et d'industrie. Et plus particulièrement donc en charge de la thématique de la gestion des déchets, de l'économie circulaire et des achats durables depuis 3 ans. Donc j'interviens sur le territoire lorrain et mes actions et les actions de mes 2 homologues, alsaciens et champardonnais, se font grâce au soutien de Climaction, qui donc est représenté par l'ADEME et la région Grand Est. Aujourd'hui, mon intervention va particulièrement intéresser les acheteurs et acheteuses d'entreprises ou dirigeants d'entreprises immatriculés au registre du commerce et des sociétés. Je vais peu, voire pas parler d'achat public, même si je sais que dans le public, il y a des acheteurs du service public et puis des entreprises de l'ESS. Vous pourrez prendre des exemples et vous inspirer. Par contre, c'est vrai que ce que j'expliquerai ensuite à la fin par rapport à l'accompagnement, malheureusement, on ne pourra pas vous aider au niveau de la CCI Grand Est si vous n'êtes pas une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Donc, vous êtes une entreprise, vous souhaitez mettre en place une stratégie bas carbone ou vous voulez vous faire aider pour réduire vos coûts dans la gestion des risques, améliorer la relation que vous entretenez avec les fournisseurs. C'est principalement les motivations qui font que des entreprises se lancent dans les achats durables. Et donc, on va voir ensemble pourquoi et comment passer d'un simple passage de commande à une stratégie d'achat efficiente et durable. Alors, on a 25 minutes, on va faire vite. C'est un temps court, mais on va pouvoir quand même déjà balayer ensemble pas mal de points et il y a un petit temps ensuite de questions-réponses. Donc, pour commencer, ça va être à vous de jouer. Je vais vous faire réfléchir un petit peu en vous passant un quiz. Par contre, allez, voilà, le voilà, hop, je le lance. Voilà, j'ai lancé donc un quiz. Alors, vous devez voir apparaître les 2 questions. Alors, tant qu'on y est, répondons aux 2 questions. À votre avis, quelle est la part des achats en moyenne dans le chiffre d'affaires d'une entreprise? Et puis, la deuxième question, elle est plutôt du ressort du financier. Quand une entreprise arrive à baisser d'1% son poste achat, à votre avis, directement, l'impact sur son résultat net est de combien? Alors, ces 2 questions, elles sont là pour pouvoir vous faire prendre conscience de l'importance de travailler les achats dans les entreprises. Là, je vais être sur des critères un petit peu plus terre à terre que mes 2 précédentes interventions, les 2 précédentes intervenantes. Je vais mettre fin au sondage. Donc, la part des achats en moyenne dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, vous êtes la moitié à penser que c'est entre 40 et 55% du chiffre d'affaires. Eh bien non, c'est plus. En moyenne, on est entre 60, voire dans certaines entreprises industrielles, jusqu'à 70%. Donc, c'est vraiment un poste très, très important au niveau stratégique. Et quand une entreprise arrive à baisser d'1% ce poste achat,
ça lui permet, personne n'a trouvé la bonne réponse, ça lui permet d'augmenter directement son résultat net de 12%. Ça, c'est un principe qui est connu des acheteurs. Hop, ça ne défile pas. Donc voilà, ça, c'est un principe qui est connu des acheteurs. Et on se rend compte, bon, je passe très très vite dessus, mais c'est pour faire prendre conscience en fait que dans une entreprise, mettre des efforts en place pour baisser d'1% le prix des dépenses qu'on a, hein, le prix de ses achats, c'est beaucoup plus aisé que d'essayer de développer 10% de ses ventes et de mettre en place du commercial. Donc ces deux quiz, c'était évidemment pour faire prendre conscience que c'est un poste qui n'est pas négligeable dans l'entreprise et qui du coup part plutôt d'une motivation financière. Ben, clairement, c'est pas un gros mot, hein, l'entreprise elle est là pour faire du résultat. Et à côté de ça, parallèlement, il n'y a pas que je suis désolée, j'ai un problème pour faire défiler le PowerPoint, donc je suis désolée, il ne passera pas en plein écran, vous verrez les slides au fur et à mesure. Il y a aussi cet enjeu, aujourd'hui, on vit dans une économie qui est très carbonée. Clairement, le réchauffement climatique a des conséquences sur les entreprises. Alors, pas forcément dans tout type d'activité aujourd'hui, mais c'est en train d'arriver. Une menuiserie qui doit se sourcer dans du bois des Vosges aujourd'hui, par exemple, qui dit que dans 10 ans, il y aura encore autant de sapins à la vue de ce qui est en train de se passer, ou une entreprise agroalimentaire. Plus les sécheresses se font denses dans l'année, moins les vaches pourront brouter de l'herbe, la qualité du lait et la qualité des produits laitiers qui en ressortira derrière auront forcément des conséquences. Donc, en tant qu'entreprise aujourd'hui, il faut avoir conscience qu'il y a un fort enjeu autour de tout ce réchauffement climatique. Plus de gaz à effet de serre, clairement, plus d'effet de serre. Augmentation des températures, on y va tout droit. On est sur un scénario aujourd'hui où on est à du plus 1 degré d'anomalie de température et ça ne se réduira pas. Et en plus, en tant qu'entreprise, aujourd'hui, vous commencez à subir des pressions qui viennent à la fois des pouvoirs publics, hein, par l'instauration de nouvelles lois ou qui viennent également par les clients finaux que vous pouvez avoir. Alors les clients finaux, ça peut aussi bien être des grandes entreprises qui ont beaucoup plus d'exigences en termes environnementaux et sociaux et qui du coup l'imposent à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs, voire à leurs clients. Ou alors les clients finaux, c'est tout simplement les consommateurs. Aujourd'hui, les consommateurs se sont emparés du sujet. Et bien que ça ne soit pas nécessairement connu, enfin certains d'entre vous le connaissent certainement, mais sachez qu'il y a une stratégie nationale bas carbone et si on veut atteindre les objectifs de cette stratégie, pour réduire donc les émissions carbone, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, une entreprise, pour pouvoir atteindre les objectifs, devra réduire à partir de cette année de moins 5% par an son quota d'émissions CO2. Donc l'objectif des achats durables, hein, on peut voir qu'il y a différents types d'actions qui peuvent être menées pour pouvoir faire du gain carbone et pouvoir faire des économies. Souvent, l'efficacité énergétique est travaillée, parce que c'est un sujet qui est assez aisé et facile à travailler, justement. Par contre, les achats durables sont peut-être un petit peu moins connus, et pour autant, il y a un réel intérêt à le travailler. Comment on s'y prend ? Et pourquoi je parle d'achat durable et que depuis le début on parle d'achat responsable. Donc effectivement, on est sur une sémantique différente. Pour autant, moi je sais que je préfère parler d'achat durable de deux points de vue. Responsable, on est peut-être un petit peu plus sur le volet social, sachant que normalement, donc acheter responsable, on n'a pas que le volet social, il y a aussi le volet environnemental, le volet éthique, comme l'a souligné Nathalie en début d'intervention. Et pourquoi moi je préfère parler d'achat durable, c'est plutôt par rapport à la finalité des achats. Ils sont durables pour l'environnement, ils sont durables pour l'entreprise, pour la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise, ils sont durables dans le temps. Alors vous allez me dire comment je peux choisir quelle action je vais travailler au niveau des achats durables dans mon entreprise. Ben justement, ça va être un choix stratégique, un choix tactique. Ce qui vous fera gagner de l'argent et ce qui vous fera faire du gain en carbone, et ben, il faut aller le travailler. Idée reçue, mais pourtant idée très ancrée dans les têtes de beaucoup de gens et même de nous en tant que consommateurs.
Ok, acheter responsable ou acheter durable, pourquoi pas, mais ça coûte plus cher. Eh bien non, pas forcément. Donc là, c'est un exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un exemple qui vient de l'Observatoire des achats responsables sur des filtres à air et qui prouve que le prix en bas de la facture est bien à distinguer du coût global, qu'il faut réussir à raisonner en coût global. Quand bien même on voit, par exemple, le prix le plus élevé en bas de la facture sera le filtre à air proposé par Airfray. Si on y ajoute tous les coûts qu'il peut y avoir annexes, on se rend compte qu'au final, en coût global, c'est celui qui coûte le plus cher en bas de la facture qui finalement est le moins cher. Et ça peut être appliqué à tout type d'achat à partir du moment où on raisonne en coût global. Ensuite, alors là, je vais vous parler d'exemples, comme c'est quand même la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qui nous invite. J'ai pris des exemples très ciblés ESS, mais effectivement, on en a discuté juste avant. Beaucoup de questions à se poser. Se questionner sur le besoin au moment du choix du prestataire. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une prestation de service avec société de nettoyage parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des entreprises passent par de la prestation de service, que ce soit pour du nettoyage de bureau ou du nettoyage d'atelier. Et avant même de se poser la question et de savoir si la prestation sera rentable économiquement parlant et en carbone, il faut déjà se poser tout plein d'autres questions. Alors, quand on fait passer son marché, que ce soit un marché privé ou que ce soit un marché public, voilà, tous les types de questions que vous avez sur la slide qui sont à se poser. Et puis, du coup, comment on économise ? C'est justement la réduction du coût global. Elle viendra de tout ce qu'on a décidé dans les critères de marché. Et si ce n'est pas un marché, si juste on recherche un prestataire, de toute façon, on s'est quand même fixé des objectifs pour le choix du fournisseur qu'on pourra retenir. Donc, le gain économique, il viendra aussi de la solution qu'on gardera. Et le gain en carbone, lui, il va évidemment être fonction des critères aussi de sélection, parce que plus on va passer, par exemple, par des produits écolabellisés, ou alors par le fait de ne pas avoir de produits du tout. Aujourd'hui, il y a des sociétés de nettoyage qui travaillent avec des outils où il n'y a plus besoin d'aucun produit. Plus l'efficacité énergétique des outils sera travaillée au sein de ces sociétés de nettoyage, plus en fait vous tendrez vers du gain carbone. Alors il y a un exemple qui revient quand même assez régulièrement, que ce soit dans les marchés publics ou privés, ou que ce soit quand on cherche un prestataire tout simplement, c'est de se dire tiens, moi en critère de développement durable, je mettrais bien que les salariés se déplacent en véhicule électrique. Pourquoi pas ? Allez, que la société de nettoyage achète une flotte de véhicules électriques. Et là, dans l'idée, on se dit, c'est bien, ils font du développement durable. Alors oui, effectivement, ils vont faire du développement durable. Par contre, il y a un principe qui est très connu des énergéticiens et qu'il faut garder en tête, c'est que avant même de travailler ce qui est efficacité énergétique, il y a des actions beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides et beaucoup plus faciles à mettre en place. Donc, l'objectif, c'est déjà de travailler la sobriété. Donc, avant même de savoir si la société est équipée d'une flotte de véhicules électriques, est-ce que déjà les déplacements des salariés sont optimisés ou pas ? Et souvent, ils ne sont pas optimisés, malheureusement. Et puis, comment on peut optimiser ça ? C'est en se mettant en relation avec ses voisins. Par exemple, si on prend la même société de nettoyage, le personnel qui s'occupe de ces prestations se déplacera pour 2, 3, 4 clients et pas uniquement 1 heure sur un site et puis reprendre les transports en commun ou reprendre un véhicule personnel ou un véhicule électrique pour aller faire une autre prestation un petit peu plus loin. Donc, voilà. C'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a énormément de choses auxquelles penser. Et comme on l'a déjà dit avant, la première chose à penser, c'est le besoin. Le besoin pour vous, pour votre entreprise, donc que ce soit en gain économique ou en gain carbone. Alors, un autre exemple, travail qui peut être mené aussi sur, par exemple, une prestation de traiteur. Demain, vous avez besoin pour le midi de plateau repas, parce que vous invitez des clients. Alors, c'est un mauvais exemple parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. On ne peut pas. Mais ou avec des collègues, par exemple, un comité de direction, vous avez besoin de plateau repas. Pareil, posez-vous les bonnes questions. Et puis, sachez que le fournisseur qui répondra à tous les critères que vous vous êtes posés en termes d'environnement, en termes d'éthique et en termes social, malheureusement, il y a de grandes chances qu'il n'existe pas.
Par contre, ça va être à vous d'arbitrer et de vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de prioriser par rapport à ma politique RSE dans l'entreprise ou par rapport à ma stratégie d'entreprise. Alors, en admettant qu'on veuille favoriser le volet social, et ben là, typiquement, on prendra la prestation, par exemple, de l'ESAT qui est située à quelques kilomètres de l'entreprise. Et puis, tant pis, si j'ai un plateau repas qui est en plastique et qu'il faudra que je gère ce déchet après, tant pis, je favorise le volet social. Ou alors, à l'inverse, je veux vraiment valoriser le zéro déchet ou le fait que ce soit des produits bio, des produits locaux ou voire même qu'on ait de la consigne de mise en place par rapport à tout ce qui est assiette, couvert et verre. Là, on priorisera peut-être le traiteur qui se trouve un petit peu plus loin. Enfin, voilà, ça, c'est à prioriser en fonction des choix que l'acheteur ou que le dirigeant voudront mettre en place. Pareil, alors là, on a parlé de prestations de services, mais sur l'achat de produits, on est exactement sur les mêmes types de critères. Là, j'ai pris l'exemple, par exemple, des cadeaux d'affaires. On arrive en fin d'année. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui achètent des cadeaux d'affaires pour pouvoir les offrir aux partenaires, aux clients, aux fournisseurs ou même aux salariés. J'ai pris des exemples de choses qui existaient dans le Grand Est, dans les entreprises sociales et solidaires. Voilà, donc vous pouvez faire travailler ces types d'entreprises par rapport à l'achat de produits. Alors, sur ce secteur de l'inclusion et de l'économie sociale et solidaire, pour savoir comment se sourcer, c'est assez simple parce qu'il y a différents types de plateformes qui existent. Donc, il y a des plateformes nationales, il y a des plateformes, je vous ai mis 3 exemples, il y a des plateformes nationales, des plateformes régionales. Donc là, on a le marché de l'inclusion qui est en phase test au niveau du Grand Est. On a aussi le réseau GESAT. Et puis, comme cité précédemment, évidemment, on a acheté responsablegrandest.com. Donc ça, c'est assez simple. L'acheteur ou tout type de structure, l'acheteur, le dirigeant peut, par des moteurs de recherche, trouver réponse à ses attentes. Et quand bien même il ne trouve pas de réponse, je sais que beaucoup d'ESAT, par exemple, peuvent s'adapter en fonction des compétences du personnel qu'ils ont sur place. Ils peuvent mettre en place de la collecte de déchets, ils peuvent mettre en place de la sous-traitance, d'assemblage, de la mise sous pli, de l'impression, différents types d'activités. Il faut faire preuve d'imagination et puis en fonction des compétences qu'ils ont. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi et comment on cherche à se sourcer. Alors dans les entreprises du privé, ça va être un petit peu plus ardu parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche à proprement parler qui existe. Donc là, il va falloir faire preuve de plus de curiosité, aller visiter les sites internet d'éventuels fournisseurs pour regarder leurs engagements environnementaux et sociaux, pour regarder s'ils ont des labellisations, s'ils ont des certifications, creuser ou leur poser des questions, tout simplement en mettant en place des questionnaires fournisseurs avec un volet RSE et puis voir ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses mais qui ne savent pas l'écrire noir sur blanc parce que tout simplement vous ne demandez pas à vos fournisseurs donc ils ne vous le spécifient pas. Et donc, comment passer à l'action ? Dans un premier temps, c'est compliqué d'améliorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il va falloir suivre et mesurer. On va revenir sur questionner le besoin, faire durer tout ce que vous achetez et optimiser la fin de vie. Une façon simple, si aucun tableau de bord aujourd'hui n'existe chez vous, une façon simple de commencer, c'est de mettre en place un Pareto. Alors, Pareto qui est aussi connu sous le nom de loi des 80-20 ou principe des 80-20. 20% de vos paniers d'achat représentent 80% de vos dépenses. On peut faire un Pareto des familles, on peut faire un Pareto des articles, on peut faire un Pareto des fournisseurs. Et là, ça va vous permettre de prioriser les actions à venir et de se concentrer là où il y a des enjeux pour vous. Parce qu'aujourd'hui, le rôle de l'acheteur, il est encore perçu comme un rôle de négociateur, et c'est un négociateur, c'est indéniable. Il est là, il y a différents principes qui existent aujourd'hui pour pouvoir réduire les différents coûts d'achat. Mais demain, avec la digitalisation, un logiciel pourra très bien prendre la place d'un acheteur et pourra facilement sourcer le moins cher des fournisseurs qui existent dans le monde entier. L'objectif aujourd'hui, il n'est pas là. La véritable valeur ajoutée d'un acheteur aujourd'hui ou d'un dirigeant qui soit là pour coacher ses collègues ou ses salariés qui passent les commandes, ça va être justement de les challenger et de faire changer les habitudes en leur faisant se poser les bonnes questions.
Là, tu me demandes de changer tous les téléphones portables de tous les commerciaux. OK. Est-ce qu'on les achète? Est-ce qu'on les loue? Est-ce qu'on les achète neufs? Est-ce qu'on les achète d'occasion? Est-ce qu'on les achète reconditionnés? Est-ce qu'on a besoin de tout changer? Est-ce qu'il n'y a pas enfin voilà, peut-être qu'on peut changer la moitié cette année et puis l'autre moitié plus tard. Est-ce qu'on peut faire travailler donc des structures de l'économie sociale et solidaire? Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si le fournisseur idéal n'existe pas, à vous de faire les bons choix en fonction des critères qui seront les critères stratégiques de votre entreprise. En tout cas, vous allez être là aussi pour les challenger, pour leur faire comprendre que l'objectif, ça va être d'éviter de changer à tout va tous différents types de matériel ou d'équipement, et que voilà, la maintenance va venir vous voir en disant tiens, demain il faut qu'on change tous nos outils. Oui, ok, très bien, on va les changer. Mais là, on va chercher un fournisseur qui fera que tout pourra peut-être être réparable. Enfin voilà, c'est réussir à faire comprendre aux collègues ou aux salariés tout l'intérêt qu'il y a à pouvoir faire durer ce que vous achetez. Et puis, une fois que ça n'a plus duré, que le produit arrive en fin de vie, l'objectif aussi, c'est d'optimiser la fin de vie. Alors, on peut réutiliser en interne et donner une seconde vie. Il y a même sur certains types de produits, mais bon, là, c'est très cadré. Il y a possibilité de faire des dons aux salariés. Et puis, là, si on n'y arrive pas, comment on jette? Est-ce qu'il y a des filières de valorisation? Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour optimiser la fin de vie? Voilà, ça va être ça, acheter durable. Et donc, nous, notre objectif au niveau de la CCI Grand Est, c'est de faire passer à l'action les entreprises. Alors, comment? En achetant et en proposant des produits et des services bas carbone. Donc là, on est sur le volet achat durable. L'entreprise commence là où elle se sent le niveau d'où elle est. Ça peut très bien être de la sensibilisation, de la découverte, comme un webinaire qu'on voit aujourd'hui pour comprendre l'intérêt qu'il y a à y aller, ou au contraire des accompagnements beaucoup plus poussés. Donc là, on commence souvent l'accompagnement par la réduction de factures déchets et de factures de matière en préconisant justement une nouvelle façon d'acheter. C'est un 360 du site qui permet justement de faire des économies, clairement financières derrière, et des économies en carbone. Et puis, si par contre un 360 n'intéresse pas l'entreprise, il y a deux possibilités. Soit il y a déjà un projet qui est identifié, un projet stratégique autour du poste achat. Il y a besoin de l'appui d'un prestataire. Nous, on est là pour vous aider à trouver le prestataire et vous aider à trouver du financement. Ou alors, rien n'est commencé, on en est au début de projet, vous commencez à défricher le sujet des achats durables, et puis par exemple, vous voulez travailler sur un fournisseur ou sur une famille d'achats, pas de souci, on est là pour vous apporter du conseil également. Donc prochainement, il y aura un diagnostic en ligne qui sera mis sur le site de la CCI Grand Est. Là, il est encore en cours d'élaboration avec nos différents partenaires pour vous permettre de vous auto-évaluer. Et il y a un mail qui arrive tout de suite après l'auto-évaluation avec une synthèse, une analyse détaillée d'où vous en êtes avec des points clés pour pouvoir avancer ensuite. Donc ça sera disponible en 2021. Et puis, il y a des webinaires techniques qui ont eu lieu tout au long de l'année 2020. Il y en a encore 2 à venir sur différentes thématiques. Donc là, comme vous voyez, on a fait des webinaires. Donc les replays sont disponibles sur le papier, les fournitures de bureaux, le transport de marchandises. Comment améliorer ses chances d'être sélectionné sur des appels d'offres orientés durables. Ils sont de plus en plus orientés durables aujourd'hui. On a fait les cadeaux d'affaires, les équipements électroniques, et donc il y en a encore 2 à venir, un dans 2 jours sur organiser des événements durables en entreprise, et puis un en décembre sur les vêtements professionnels. Et enfin, l'accompagnement le plus poussé se fait donc par une consultante des entreprises du Grand Est. Donc 10 entreprises en 2020 ont été accompagnées, enfin sont encore accompagnées par une consultante pendant 1 an pour mettre en place une politique d'achat durable. Cet accompagnement sera renouvelé en 2021. Et puis peut être complémentaire de ce qu'il existe au niveau du Grand Est Business Act sur la relocalisation de tout ou partie des achats qui sont faits aujourd'hui en Asie. Mais bon, là, c'est pas le sujet du jour.
Voilà, donc différents types d'achats différents types d'accompagnement pardon, qui sont pris en charge jusqu'à 100%, donc qui sont gratuits pour l'entreprise grâce aux aides de Climaction. Donc voilà, nous on intervient sur tout ça, achat durable, éco-conception, efficacité énergétique, économie de la fonctionnalité. On est toute une équipe à votre service en fonction de différents territoires. Et pour les acheteurs publics qui sont présents aujourd'hui, sachez qu'il y a un groupe de travail aussi sur les achats durables au niveau du Grand Est. Donc c'est Estelle Payès au niveau de la région Grand Est qui mène ces travaux, si ça vous intéresse de participer à ce groupe de travail. Merci beaucoup à nos 3 intervenantes. Il y a eu une question de Tiffany qui demandait en fait si on peut s'inscrire au webinaire Organiser un événement durable en entreprise et si oui, si c'est possible de partager le lien. Oui, alors, en fonction de qui vous êtes, oui, c'est possible. Alors, j'explique pourquoi je dis ça. Donc, en fait, c'est une consultante qui intervient pendant 1 heure et comme son métier le laisse à penser, elle facture son intervention et c'est tout à fait normal, c'est son métier. Du coup, Climaction et la CCI prennent en charge ce webinaire et le nombre de places est limité parce qu'il y a un temps d'échange, questions-réponses à la fin. Donc, les places sont en exclusivité réservées aux entreprises du Grand Est. Donc, si vous faites partie d'une entreprise, oui, sans problème. Je ne sais pas si vous avez prévu au niveau de la CRES de partager le PowerPoint, le support de présentation qui a été diffusé. Parce que si c'est le cas, quand dans mon intervention, vous avez vu les images et en dessous les titres des webinaires qui avaient eu lieu, sachez que quand vous cliquez dessus, ce qui a déjà eu lieu, vous avez accès au replay et ce qui doit avoir lieu, vous avez accès au formulaire d'inscription. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous partager dans le chat. Ce sera le cas, on va partager effectivement sur notre site les présentations de tous les webinaires des 48 heures. Ok, donc il y aura le lien, ça on verra vers le lien. Il y a une deuxième question sur les sites qui informent des appels d'offres orientés durables. Est-ce que vous avez des réponses à apporter ? Alors moi, je suis plus sur les achats d'entreprise que les appels d'offres qui sont passés au niveau public et du coup, il n'y a pas de plateforme qui existe pour ce qui est privé, mais en tout cas, pour ce qui est public, à ma connaissance, il n'y a pas à proprement parler de site. Par contre, c'est dans les marchés qui passent, c'est là qu'il faut regarder les critères ou les clauses dont parlait Nathalie, les clauses environnementales et les clauses sociales, elles sont dans chaque appel d'offres en fait. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de site répertoriant ces appels d'offres orientés durables. Ok. Alors, je pense que pour l'instant, les questions ont été posées. En tout cas, on a effectivement remis les coordonnées dans la conversation, donc n'hésitez pas à les prendre. Merci beaucoup à Nathalie Bello, Christelle Richy et à Amélia Pereira pour les présentations et le temps de partage. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site htresponsables-grandest.org qui a été présenté à plusieurs reprises pour en savoir plus sur les missions d'achat responsable. Et merci à tous pour votre participation et bonne continuation.